Moi, ce que j'apprécie particulièrement au Célestin, c'est le côté historique, en fait. On sent qu'on est dans un vieux bâtiment et déjà, rien qu'en rentrant, il y a quelque chose qui est chargé d'histoire. Et je trouve que le spectacle commence déjà en rentrant dans le bâtiment. Moi, ce qui m'a toujours plu depuis que je suis petite, c'est qu'on me raconte des histoires. Et que le théâtre, c'est ça, en fait. C'est racontez-moi le plus d'histoires possible et emmenez-moi dans le plus de monde possible et imaginable. Et emmenons aussi les gens voir le plus d'histoires. Mon but, quand je fais de l'accueil, c'est que aussi bien les comédiens que la technique, ils repartent avec le sourire, avec le même avec lequel ils sont arrivés en fait. On préserve leur lieu de travail pour qu'ils nous fassent un beau spectacle. C'est aussi ce qui fait que les gens aiment venir ici en fait, parce que on a un très bel outil. Hein. Le théâtre en lui-même, c'est un très bel outil de travail qui a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et du coup, il n'y a jamais de problème, en fait. Donc, en accueil, tout est facile. En fait, les artistes, ils nous montrent le monde. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ils nous donnent à voir le monde avec leurs yeux à eux. Mais d'un coup, leurs yeux à eux deviennent notre regard à nous. Et ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et ça, c'est l'inattendu de tous les soirs, en fait. On est au service d'eux et ça pose de problème à personne d'être au service d'eux. C'est plutôt quelque chose qu'on trouve gratifiant. Voilà. Et je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, voilà, c'est une valeur que j'aime bien ici. Le théâtre, c'est un lieu de rencontre, c'est sûr. En fait, on est très malheureux quand il est vide. On se nourrit de la curiosité des autres et il n'y a rien de plus fascinant que ça. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans mon travail. Chaque jour, chaque semaine, j'évolue dans un lieu différent, tout en allant au même endroit. Et ça, c'est génial. C'est génial. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, très heureux et très ému de vous voir aujourd'hui si nombreux pour cette fête de lancement de saison qui vous réserve encore quelques surprises. Ce film qu'a réalisé notre vidéaste Mathieu Sangivi est, je crois, un bel hommage à toutes celles et ceux qui sont l'âme et le cœur battant de ce théâtre, les équipes des Célestins, les artistes et vous, chers spectateurs. La plus belle récompense pour un directeur de théâtre est que ce cœur batte fort et que le désir de rencontre entre les artistes, les équipes, le public,
la rencontre entre la vie et l'art, finalement, soit toujours intense. J'ai l'impression que c'est le cas ici au Célestin, et j'en suis très heureux, merci. C'est toujours un moment particulier, vous le savez, dévoiler, un peu vertigineux, susciter un désir, et surtout éclairer le choix pour qu'il soit le plus libre possible. Le succès de la saison qui s'achève, vous avez été jusqu'ici plus de 100 000 à répondre présent aux différents spectacles de la saison, témoigne de votre confiance. Et pourtant, ce que nous proposons ici, ce n'est pas ce que promettent les algorithmes, être en permanence confronté à ce que nous connaissons déjà, à ce que nous likons. Ce n'est pas d'être conforté dans nos habitudes, non, c'est plutôt, je crois, la poésie de l'inattendu, la force de la révélation, la possibilité d'apprendre à nouveau à regarder, nous qui passons notre temps à voir. Ce que nous vous proposons, c'est de venir à la rencontre de ceux qui vont vers leurs risques, selon la belle formule de René Char. Et que ce soit nos artistes associés, que vous avez appris à connaître cette saison, qui incarnent désormais cette maison, Ambre Cahan, Tatiana Frolova et le Théâtre CNAM, Louis Arène, Lionel Lingelser et le Moonstrom, Valérie Lessort et Christian Eck, que ce soit eux ou tous les artistes de la saison, je crois qu'ils ont cela en commun. Ils et elles prennent le risque de se confronter et de vous confronter à l'inconnu et d'accueillir ce qui peut surgir. Alors, portés par votre confiance, nous vous proposons en cette saison 44 occasions de vivre des expériences uniques et vibrantes, 44 occasions où nous l'espérons vous serez saisis d'émotions nouvelles ou bien oubliées, 44 occasions de trouver ce que vous ne cherchez pas. Je suis vraiment très heureux d'ouvrir la saison avec deux créations d'artistes que j'aime beaucoup, vous aussi, je le sais, dont je suis le travail depuis maintenant près de 30 ans. En Célestine, c'est Michel Raskin qui ouvrira la saison et qui retrouve le plateau avec un texte écrit sur mesure par sa complice autrice Marie Dilasser. L'histoire d'un mec, Michel Raskin, livré à lui-même et indisposé au monde, qui se raconte de manière burlesque et mélancolique. Évidemment, ce pied de nez théâtral ressemble bien à Michel et on est très impatient de le découvrir. La chambre rouge, c'est la chambre d'un vieil adolescent. C'est la chambre des secrets, la chambre des mystères, et c'est la chambre des révélations. C'est une chambre de sang. Donc c'est très bien le sang, parce que on peut dire que c'est une pulsion de vie. Mais c'est quand même le lieu où s'enferme volontairement un vieil Alceste. Il n'aime plus le monde autour de lui, et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de fuir le monde. Ça n'existe pas, le lieu clos. Il est toujours irrigué ou aéré par des courants inattendus. Il y a des intrusions légères et joyeuses, et parfois caustiques. C'est une chambre avec des trous. Le monde rentre par les portes, par les fenêtres, par les fissures, par les trous. Les trous, c'est fait pour rentrer et sortir, comme dit le personnage. Et on peut faire rentrer et sortir des trucs. Et c'est la vie qui rentre dans les lieux clos. Voilà, la chambre rouge. Et puis en parallèle, dans la grande salle, ce sera un grand plaisir d'accueillir ici pour la première fois une création de ceux qui sont désormais nos artistes associés, qui vous ont enchanté pas plus tard que voici 15 jours avec... Il y a quelque chose là? Ça va? Ouais.
qui vous ont enchanté pas plus tard qu'il y a 15 jours avec leur merveilleux 20 000 lieues sous les mers que vous avez pu découvrir ou redécouvrir avec plaisir. Cette fois-ci, ils nous emmènent au cirque, au temps des monstres de foire, à la rencontre des sœurs Hilton. J'accueille Valérie Le Sort. Bon Valérie, qui sont ces sœurs Hilton? Tu t'assieds. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait toujours le trac de parler d'un spectacle quand il n'est pas encore fait. C'est plus facile d'en parler une fois qu'il est fait et qu'il marche, en général. Alors, les sœurs Hilton, Daisy et Violette Hilton, ce sont des jumelles siamoises qui ont vraiment existé. Elles sont connues parce qu'elles étaient dans le film Freaks de Todd Browning des années 30. Et donc, on va raconter leur destin, qui est, même si c'est vrai, assez extraordinaire, assez invraisemblable. C'est aussi une manière de parler du monstre. On retrouve toujours un peu le monstre dans tous nos spectacles, sous toutes ses formes. Là, c'est le monstre, en tout cas perçu comme tel dans notre société. Et ça va se passer effectivement dans le monde du cirque, dans le monde des monstres, du monstre de foire. Elles sont nées en Angleterre en 1907, dans la misère totale. En général, les handicapés qui naissaient comme tels, soit on les tuait à la naissance, soit on les mettait dans un asile. Donc on peut dire que quelque part, elles s'en sont bien sorties, en étant exploitées toute leur vie. Donc elles ont commencé... c'est la sage-femme qui les a recueillies, qui a commencé à faire payer le public pour venir voir ces bébés, venir voir le petit bout de chair qu'il les raccordait. Et puis elles ont été dans des cirques ambulants. Et puis, vu qu'elles étaient assez jolies, assez douées, talentueuses, elles savaient chanter, elles savaient danser, elles savaient jouer de la musique, elles ont fini stars à Broadway. Enfin non, elles n'ont pas fini, mais elles sont passées par cette phase-là. Et puis elles ont eu des histoires d'amour. Elles ont même eu, il y en a même une qui a eu un enfant. Donc on peut imaginer les histoires qu'on peut inventer avec ce genre de choses. Elles ont rencontré des personnages formidables comme le magicien Houdini, le roi de l'évasion, qui leur a appris, par exemple, à s'auto-hypnotiser pour quand l'une faisait sa petite affaire, l'autre s'échappait un peu ailleurs. Et puis elles ont le cinéma parlant est arrivé, le monstre de foire était plus du tout tendance, donc elles ont fini dans la misère à vendre des hot dogs, à faire des striptease dans des endroits sordides, et ça s'est mal fini. Je ne vous dis pas la fin. Donc, on va découvrir. Bah oui. Ah, c'est bien ça. Et donc vous serez sur le plateau? On sera sur le plateau, on sera 5. Donc il y aura, en fait ça va être dans l'univers du cirque, donc on va avoir une sorte de piste de cirque avec une entrée des artistes qui servira un petit peu de boîte à jouer, où à chaque fois qu'on ouvrira le rideau, il y aura des décors différents. Cette sorte de castelet sera surmontée par un pianiste. Donc il y aura Yann Frisch et Christian Eck qui joueront des sortes de garçons de piste qui à la fois seront maîtres de cérémonie, feront avancer l'histoire, bougeront les décors pour raconter l'histoire et en même temps incarneront tous les personnages que les sœurs Hilton ont rencontrés pendant leur vie. Et il y aura Céline Mia Baumgartner et moi-même et nous jouerons les sœurs siamoises. Eh bien, merci, on est très heureux et très impatients de découvrir ce spectacle à la rentrée. C'est donc une création ici au Célestin avec toute l'équipe et on en est heureux. Merci Valérie. Voilà, puis avec les derniers beaux jours de septembre, en tout cas on l'espère, parce que ça sera un spectacle en extérieur, on s'installera dans les jardins du Théâtre de la Croix-Rousse, avec lequel on s'associe cette saison pour présenter 3 spectacles. Et sur un petit gradin, on assistera à un rituel étrange, orchestré par 3 de nos très très lointains descendants, qui évoluent dans un monde dans lequel les théâtres ont, diront certains, enfin disparu, et qui s'émerveillent avec humour et naïveté sur les traces de notre belle époque.
Ça s'appelle Le Beau Monde et ça a eu le prix Impatience. Vous savez, c'est le prix qui est décerné à la jeune création au niveau national. Donc ça a eu le prix Impatience en 2022. Le Beau Monde, ça part d'une idée qui est celle d'un rituel de mémoire destiné à se reproduire tous les 60 ans, de génération en génération, et qui serait transmis par mémoire orale. Le spectacle, c'est comme si on assistait à ce rituel dans très longtemps, et il reste plus que quelques fragments de ces rituels qui se sont transmis de génération en génération, quelques fragments du bisou, quelques fragments d'une manifestation, quelques fragments de ce que c'est qu'un slow, quelques fragments de ce que c'est que le vote à bulletin secret, etc., etc. Tout ça est fait toujours avec beaucoup d'humour et de distance, parce que je pense que c'est l'arme qu'on utilise en fait pour se positionner par rapport à notre monde. On pense que c'est en voyant l'absurdité parfois de certaines de nos pratiques, de certains de nos rituels, de certaines de nos croyances aussi, de certaines de nos mythologies qui sont celles de notre civilisation, dont on peut dire toutes sortes de choses. C'est en voyant toute cette absurdité que peut-être on pourra imaginer comment un monde pourrait être finalement complètement différent et se baser sur des fondements complètement différents. Pour la première fois au Célestin et à Lyon, on accueillera ensuite 2 artistes talentueux et engagés qui s'appellent Nathalie Garot et Olivier Sacomano. Ils dirigent tous les deux le Centre dramatique national de Montpellier. Et ils explorent dans ce spectacle qui s'appelle Institut Ophélie l'évolution de la place des femmes au XXe siècle dans la société et ses représentations artistiques, sous le regard donc d'Ophélie, le personnage de Hamlet, et sous la forme d'un ballet théâtral vraiment tragicomique et vivifiant. Le personnage principal de cette pièce, qui est une jeune femme qui s'appelle Jeanne et non Ophélie, et qui est une artiste ou une actrice, ou en tout cas quelqu'un qui a affaire avec, dans la relation à elle-même, la position de sujet, mais aussi la position d'objet. Elle est sujet des représentations qu'elle produit, mais elle est aussi l'objet d'un certain nombre de représentations. Et c'est à travers ça qu'elle va traverser le XXe siècle et l'histoire des représentations des femmes. Mais nous, ce qui nous intéressait en tant que gens de théâtre, c'est comment les images, elles continuent à traverser dans le temps, malgré le fait qu'un certain nombre de droits ou de lois nous donnent accès à l'égalité, à la liberté, etc. Comment les images, elles continuent à travailler une forme d'enfermement, de répression, de comment on est aussi soumis en permanence aux images à l'intérieur desquelles on peut être emprisonné. Et c'est une question de représentation, c'est une question de théâtre. Allô? On va y arriver. Autre artiste et femme engagée à faire également son entrée au Célestin, c'est Patricia Alliot. Elle dressera en Célestine un autoportrait de sa grand-mère, le portrait de son aïeule, bretonne, qui s'appelle Julienne Le Breton, et en miroir le sien. C'est une poignante quête identitaire dans une forme performative assez inédite, vous le verrez. C'est vraiment un objet singulier qui vraiment interpelle et bouleverse. Ce texte prend racine dans une relation. Originairement, c'est une relation intime d'une grand-mère et d'une petite fille, très simple, d'une femme de la campagne qui n'a pas eu, je reprends ces mots, beaucoup d'instruction. Et je choisis ce mot qui était le sien parce que je trouve qu'il reflète très bien à la fois sa frustration et son goût pour l'éducation et l'instruction, justement. C'est le projet d'une articulation entre le portrait de Julienne Le Breton et mon autoportrait à travers le prisme de l'autre. C'est-à-dire que je prends en héritage un certain nombre de questions irrésolues, des questions que j'ai posées ou que j'aurais voulu poser, des réponses que j'ai eues et des réponses que je n'ai pas eues. Emma Dante, elle revient au Célestin pour le bonheur de tous avec cette nouvelle création qui a vu le jour
en mars dernier au Piccolo Teatro de Milan. Alors Emma Dante, c'est vraiment pour moi un grand plaisir de l'accueillir ici parce que avec Jean-Michel Ribes, lorsque nous étions au Rond-Point, on a présenté voici 20 ans ses premiers spectacles et je suis très heureux qu'elle soit devenue aujourd'hui sans doute l'une des artistes les plus populaires en Europe. Je le dis vraiment sans aucun doute, ce théâtre est désormais le sien. Et après la Cortecata et Pupo di Zucchero, qu'on avait accueilli la saison dernière, elle revient avec le troisième volet de cette trilogie qu'elle consacre à Basile, qui est un peu l'équivalent de La Fontaine, un conteur napolitain du XVIe siècle. Ce troisième volet, il s'appelle Re Kikinella. Et Re Kikinella, en italien, ça veut dire le roi poule. Et c'est l'histoire farcesque et absurde d'un roi dont les entrailles sont colonisées par une poule et qui chaque jour pond un œuf d'or pour le plus grand plaisir de la cour, évidemment, et la cupidité, évidemment, de celle-ci. C'est une fable vraiment atrocement drôle et qui en dit long sur les tréfonds de l'âme humaine, je crois. On a les premières images du spectacle. Buongiorno, maestà! Distratto un attimo che la martitta è urlata! Perché la gallina non era morta e si afferrò con lo becco alle mie pacche di re! Voi siete lo re Chicchinella! Lo re Carlo III d'Angiò! Dunque non lo sopporti più! Ma sono essa! Ma me lo va via! Voi mi volete far mangiare perché appena magna a Chicchinella caga l'uovo d'oro! Si son messo esse e me, tu vuoi, è la stessa cosa. Voilà, donc c'est Re Kikinella, ça sera en napolitain, heureusement surtitré. Et vraiment, je crois que c'est le propre des grands artistes qu'on reconnaisse dès les premières images leur écriture. Et aujourd'hui, cette écriture marionnettique un peu, c'est cette humanité marionnettique propre à Emma Dante. Et je crois qu'on a grand plaisir à la retrouver. Ça sera sur cette grande salle. Et vous avez vu, c'est un grand spectacle. En collaboration avec le Festival Contresens, donc qui est une fois tous les 2 ans en contrepoint, si j'ose dire, de Sens Interdit, qui a été créé par Patrick Penaud et nos amis de Sens Interdit. On accueillera ici une création, celle d'une troupe belge qui s'appelle, dont les animateurs s'appellent Elena Doratiotto et Benoît Piret. Alors c'est une troupe dont l'univers est assez cousin de celui du Raoul Collectif, pour ceux qui les connaissent, évidemment. On avait beaucoup aimé leur création en 2019, qui s'appelait Des caravelles et des batailles, qui avait été montrée dans le cadre de Sens Interdit. Ils feront souffler un grand vent de liberté sur ce plateau dans un spectacle qui s'appelle Par grand vent, justement, qui est leur nouvelle fantaisie tragique et drôle, comme l'est leur univers. C'est aussi, un peu comme dans Le Beau Monde, un petit groupe d'humains retranchés dans un palais de théâtre et qui célèbrent eux aussi un étrange rituel et un hymne à l'imaginaire. Ils reçoivent en permanence des nouvelles du monde comme il va, plutôt mal. Voilà, alors c'est vraiment une création et donc ils avaient peu de choses à nous en dire vraiment parce que c'est vraiment une écriture de plateau, donc aujourd'hui ils en sont très loin encore. Et pour vous donner une idée de leur univers, quelques images de leur précédent spectacle. C'est ici. Là, vous êtes... Tous ces tableaux-là, ça représente la chute de l'Empire Inca. En réalité, c'est une fenêtre ouverte sur l'histoire du monde. Des caravelles et des batailles, c'est l'histoire d'une communauté, d'un petit groupe de gens qui vivent dans un lieu hors du monde. En essayant de sortir. Et le spectacle, il commence par l'arrivée d'un nouveau venu dans ce lieu. Et c'est à travers lui que le spectateur va aussi rentrer dans ce lieu. L'Europe est un continent insatiable, assoiffé d'or. Andreas va progressivement réaliser que ce lieu dégage une sensibilité particulière, que les rapports humains sont délicats et joyeux. Et que l'imaginaire dans ce lieu est décuplé. Et je l'ai fait, Claudia. J'ai traversé la nuit. Et donc il va s'y sentir bien. Mais si je m'emporte, c'est grave quand même.
Alors il y a toute une série de personnages contrastés, des intrigues. Il semble se passer beaucoup de choses et en même temps il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est donc des images de leur précédent spectacle, mais ça ressemble étrangement à celui qui va arriver, sans doute. C'est vraiment, je crois, un univers très particulier qu'ils retravaillent comme ça sans cesse et qui est vraiment à découvrir, je vous y invite. Et puis, toujours dans le cadre de Contresens, en Célestine, cette fois-ci, alors là, ça sera vraiment une toute jeune équipe de femmes, 8, qui sortent de l'école du Théâtre National de Strasbourg avec un spectacle qui s'appelle Beretta 68. Et dans Beretta 68, elles partent du manifeste de Valérie Solanas, vous savez, cette femme féministe qui avait tenté d'assassiner Andy Warhol dans les années 60, qui avait écrit ce manifeste féministe qui s'appelle le Scum Manifesto. Et dans ce manifeste, elle propose aux femmes douées d'un sens civique d'embrasser la violence pour abattre les structures patriarcales et capitalistes. Donc c'est un des premiers, en fait c'est un des spectacles de la jeune génération qui questionne, qui fait un état des lieux lucide et interrogatif du combat de la violence par la violence et qui questionne ce recours à la violence pour lutter contre la violence. Je leur laisse la parole. Et donc le spectacle Beretta 68 parle de l'histoire de Valérie Solanas, qui est une écrivaine américaine qui a écrit dans les années 60 le Scum Manifesto, qui est un manifeste dans lequel elle propose de tuer tous les hommes pour abolir le capitalisme et le patriarcat. Et donc on est parti de son histoire pour écrire cette pièce. Elle a essayé d'assassiner Andy Warhol en 1968. D'où le titre Beretta 68. Et donc, nous, quand on a lu le Scum Manifesto, on a eu des réactions très différentes. On a ri, on a été inquiète, ça dépend en fait. Chacune, on a eu des réactions un petit peu différentes de qu'est-ce que c'est ce manifeste. Et on s'est dit, mais en fait, c'est intéressant de parler aussi de la réception de ce manifeste. Et donc, l'autre partie du spectacle ne parle pas de la vie de Valérie Solanas, mais parle d'un groupe clandestin d'aujourd'hui, de femmes, qui se retrouvent et qui se questionnent sur comment abolir le patriarcat, le capitalisme, de manière diverses et variées, et chacune avec des opinions un petit peu différentes sur à quel point on est radical, tout ça. Voilà, vous l'avez vu, cette saison, on a changé d'identité graphique, on a lancé une nouvelle communication et j'accueille Erika, qui est notre secrétaire générale. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour. Erika va nous dire quelques mots sur cette nouvelle communication. Oui, comme vous avez pu déjà le découvrir avec la brochure, cette nouvelle saison s'accompagne d'une nouvelle communication pour les Célestins. Alors tout d'abord avec une nouvelle identité visuelle conçue avec l'agence graphique Belleville, une nouvelle signature qui croise les codes classiques de l'écriture du théâtre avec une graphie contemporaine et qui affirme l'identité du théâtre de Lyon. Et aussi, pour ce renouvellement visuel, pour la première fois, nous avons décidé de travailler avec une photographe. Et c'est le travail d'Élise Toïdé que nous avons retenu pour cette saison. C'est un travail poétique, composé d'images à la fois douces et intrigantes, qui incite à imaginer le récit qui les accompagne et dialogue ainsi avec ce qui fait l'essence même du théâtre, raconter des histoires. Et également, voilà, c'est un tout nouveau site internet que nous vous proposons de découvrir. Une esthétique renouvelée dans un univers à la fois plus clair, plus fluide et plus riche en informations et en ressources. C'est l'agence lyonnaise Réseau Zéro qui nous a accompagnés avec enthousiasme et talent pour la conception et la mise en ligne de ce nouveau site. Et un grand merci à eux et bien entendu à l'équipe de communication des Célestins pour ce très beau travail. Ouais, grand merci à toutes et à tous. C'était vraiment... Pardon, mais il faut que tu t'éloignes parce que sinon tu me fais siffler. À tout de suite, on te retrouve.
Oui, c'était vraiment une très belle rencontre avec ces deux équipes et de partager comme ça notre récit de théâtre ici au Célestin et de le voir incarné par leur talent. On en est très heureux. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour mon micro? Non. Ça va. Alain Françon, c'est l'un de nos plus grands metteurs en scène. C'est un maître et un immense directeur d'acteurs. Et puis, pour moi, c'est une grande émotion de l'accueillir ici parce que j'ai eu la chance de débuter mon parcours à ses côtés, au Théâtre de la Colline. Je crois que j'y ai appris l'humilité d'accompagner les grands artistes. Il n'était jamais venu encore au Célestin et naturellement, j'ai souhaité qu'il soit présent dans ma première saison. Il revient à Marivaux, dont il avait présenté une lumineuse seconde surprise de l'amour en 2019 au TNP. Il aborde cette fois-ci les fausses confidences, avec la ferme intention de rendre à l'auteur des Lumières la liberté et le désir qui guident son œuvre, et avec une distribution absolument exceptionnelle. Je relisais un chapitre, c'est très étonnant, parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Claude Romano, qui a écrit un énorme bouquin d'histoire de la philosophie sur le sujet être soi-même. Et donc, qui repasse en revue depuis Aristote jusqu'à Heidegger et Sartre, etc. Et très curieusement, il y a un chapitre sur Marivaux. Et en fait, l'argumentation, c'est que le meilleur facteur pour être soi-même, c'est-à-dire pour devenir soi-même, en fait, c'est l'amour. La particularité de cette pièce, c'est que, en général, la surprise de l'amour atteint deux êtres en même temps, homme et femme. Et là, il y a la surprise de l'amour sur Dorante, le personnage qui se fait engager ou qui va être engagé comme intendant dans la pièce. Sa surprise de l'amour a eu lieu avant. Elle est presque romanesque, c'est-à-dire qu'il est tombé en convulsion devant Araminte qui descendait les marches de l'opéra. Et depuis, Dubois dit il est fondu, quoi. Il n'en peut plus, il ne pense qu'à ça. Voilà, c'est très beau ce qu'il dit. Après Marguerite l'Enchantement, qu'on avait beaucoup aimé, j'ai souhaité convier Jeanne Garraud à créer sa nouvelle pièce en Célestine, avec le même quatuor d'acteurs et d'actrices, magnifique d'ailleurs. Ça sera la 4e des créations de cette saison. Il y en a 6 en tout ici au Célestin, la saison prochaine. Et sous nos yeux, elle les soumet à une rude épreuve. S'arrêter, faire vacances, se déconnecter. C'est drôle qu'au même moment, il y a un portable qui sonne. Et elle questionne l'ambivalence de notre époque qui, en nous donnant en permanence accès au monde, dégrade évidemment notre relation au vivant. Nos prochaines vacances ensemble, c'est l'idée de passer des vacances ensemble. Donc 4 comédiennes et comédiens sont sur le plateau et proposent aux spectateurs de passer une soirée de vacances. L'idée, c'est que des spectacles, des livres, des films, il y en a trop, on n'en peut plus, il y a trop de propositions tout le temps. Et que peut-être qu'on aurait besoin d'un break. Et ce soir, c'est pas un spectacle, c'est des vacances qu'on passe ensemble. Les deux actrices et deux acteurs sont missionnés de faire un temps de vacances aux spectateurs. Et donc, chacun vont faire des propositions aux spectateurs. Et par ces propositions, on va voir les personnages se dévoiler. Et ils vont pas du tout être d'accord sur la manière d'être en vacances, ou en tout cas de faire passer un temps de vacances. Et donc, entre eux, il va y avoir des conflits, des situations de parole qui vont advenir. Et c'est là que la thèse du spectacle va arriver. Et la thèse du spectacle, c'est comment est-ce qu'on vit bien dans notre société moderne et dans notre rapport au temps aujourd'hui. Tanguy Viel, vous le connaissez, c'est sans doute l'un de nos plus grands romanciers. Et article 353 du Code pénal, c'est sans doute son chef-d'œuvre. Emmanuel Noblet, qui est le metteur en scène du spectacle, il avait adapté avec un grand succès. C'est un spectacle qui a tourné pendant très longtemps, Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Et il convie cette fois-ci Vincent Garanger. Alors Vincent Garanger, vous l'avez peut-être déjà vu cette saison, il était là à 2 reprises. Il était dans Welfare et puis il n'était pas là, il sera là, pardon, la semaine prochaine sur cette scène avec Philippe Torreton dans l'Adzi. Et donc on le retrouvera
en début de saison prochaine en interprète de ce Martial Kermer. Et Martial Kermer, c'est un héros, c'est donc le héros du roman, et c'est un chômeur floué par un spéculateur immobilier qui choisit évidemment de commettre l'irréparable. C'est vraiment une bouleversante histoire de perdant, une méditation sur le choix moral et la responsabilité individuelle. Alors, article 353 du Code pénal, c'est un grand roman de littérature contemporaine écrit par Tanguy Viel. Je crois qu'on était très nombreux à avoir très envie de l'amener sur le plateau, d'autant que Tanguy Viel, il est très rare sur les plateaux de théâtre. Et c'est une écriture sublime, pour la résumer en un mot. Et l'histoire, c'est un homme qui se présente à un juge juste après avoir jeté à l'eau un promoteur véreux, voilà, qui a arnaqué tout le bourg. Ça se passe sur la presqu'île de Crozon, en Bretagne. Et cet homme s'est fait justice lui-même, il le revendique. Et il vient expliquer au juge les raisons de ce crime. Et donc on va remonter tout le fil de sa pensée et le fil de son histoire personnelle, tout ce qui a fait qu'il en est arrivé là. Et c'est très sensible, c'est politique, c'est complexe, mais on va essayer de l'entendre et c'est très humain. Ça sera le retour de Sylvain Creusevaux, qui est vraiment un fidèle des Célestins, que vous aviez vu, qui avait mis en scène un Karamazov sous haute tension, vraiment. Il se glisse dans les pas de Brecht, cette fois-ci, et il nous convie, dans une comédie grotesque, à entendre les mots et les écrits de ceux qui ont porté le fascisme en France au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, bon, c'est un petit groupe de gens pas très recommandables qu'on va retrouver sur le plateau, hein, vraiment, mais ça va nous aider à mieux comprendre, sans doute, comment certains ont pu y adhérer, et sans doute aussi, ça va nous alerter sur les dangers de l'époque actuelle. Je vais vous raconter le spectacle. Le spectacle s'ouvre sur le procès de Robert Brasillac. Intellectuel, critique, artiste français, collaborationniste. Et on entend l'acte d'accusation du tribunal contre M. Robert Brasillac et sa condamnation à mort. Et on fait un flashback et on redescend le 22 juin 1941, c'est là que l'action de la pièce commence, c'est-à-dire au moment de l'action Barbarossa, c'est-à-dire où le Reich allemand, où Hitler attaque l'Union soviétique et brise le pacte germano-soviétique. On va regarder comment en France, la politique de collaboration du maréchal Pétain et de Pierre Laval est constituée de ce qu'il se passe sur le front de l'Est et des conséquences de la guerre allemande, ou si vous voulez, la guerre contre les soviétiques, et comment les nécessités de ce front à l'Est rejaillissent sur la politique de collaboration en France. Et c'est un spectacle chronologique. On suit les intellectuels et les écrivains français qui ont choisi la collaboration, et puis au-delà même de la collaboration, qui ont choisi d'adhérer au fascisme allemand. Ça m'intéressait de voir comment les intellectuels, les artistes, les écrivains se mêlent de politique, et comment tu choisis une cause, et là, en l'occurrence, la cause du fascisme. Voilà, c'est vraiment un spectacle remarquable et je crois absolument nécessaire. Seconde collaboration avec le Théâtre de la Croix-Rousse, c'est Mélissa Zenner, que vous aviez peut-être vu sur cette scène absolument géniale, fiancée dans Beaucoup de bruit pour rien durant les fêtes de l'année dernière. Elle a écrit et mis en scène avec son collectif qui s'appelle Les Palpitantes, un spectacle à la fois grave et lumineux, documentaire et fiction, sur l'inceste et la domination. Considérant qu'il est vital de mettre des mots et d'inventer des rituels qui réparent, elles offrent une expérience boostée par une incroyable énergie de vivre. Je suis partie du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Butlowski, qui est un podcast en 6 épisodes qui démantèle la fabrique du silence autour de l'inceste. Et c'était un vrai bouleversement pour moi d'écouter ce podcast. Et je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose.
Je tenais absolument à dire les violences, mais que ces violences soient dites d'une façon où les spectateurs ne se sentent pas violentés par ce qu'ils entendent, mais qu'ils aient de l'empathie et qu'ils puissent se reconnaître aussi et qu'ils puissent aussi trouver des espaces de libération. C'est une traversée en fait, et l'espace, le décor ne change pas, mais en fait il est habité de façon différente à chaque phase, à chaque partie de leur traversée. Voilà, c'est un premier spectacle là aussi, mais vraiment très fort, et ce sera dans le cadre du festival organisé par un chef qui s'appelle Festiviel, donc au théâtre de la Croix-Rousse. L'abolition des privilèges, décidément, Hugues Duchesne nous avait frappé par un sens de l'observation virtuose de la mécanique politique dans cette fresque qui s'appelait « Je m'en vais, mais l'État demeure », où il s'était donné pour mission de raconter en 5 épisodes le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, en s'immergeant vraiment. Il en était même allé jusqu'à prendre sa carte du Rassemblement national. Il adapte ici une chronique romancée de la nuit du 4 août 1789, écrite par Bertrand Guillot. La nuit, évidemment, au cours de laquelle furent abolis les privilèges. Et tout comme Creusevaux, il nous immerge, mais alors vraiment au sens propre, parce que ça sera en Célestine, et vous le verrez, une Célestine totalement reconfigurée. Il nous immerge dans l'histoire pour en souligner les bégaiements. Et il propose vraiment une réponse hilarante au cours du spectacle à l'effondrement qui nous menace. Alors, l'abolition des privilèges, c'est la nuit du 4 août 1789, racontée sur un plateau avec un narrateur et les spectateurs tout autour de lui qui représentent la salle des États généraux en 1789. C'est raconter un bouleversement politique d'ampleur. Le 4 août 1789, on se demande quand va finir la féodalité et on décide de la mettre à bas en une nuit. Bon, moi, je me réclame d'une sorte de théâtre populaire, d'un théâtre joyeux, très généreux, d'un théâtre joueur, qui installe quelque chose de joueur avec les spectateurs. C'est pour ça qu'on a pensé à une sorte de dispositif quadrifrontal avec un acteur au milieu et autour de lui des spectateurs qui vont être un peu les figurants de cette nuit du 4 août 1789 et qui vont donc s'asseoir sur les bancs de la noblesse, les bancs du clergé, les bancs du tiers-état, et ça, ils le découvrent au fil du spectacle. Et puis pour entrer doucement dans la période des fêtes, j'ai convié Gwenaël Morin, qui est l'ancien directeur du Théâtre du Point du Jour, que vous connaissez sans doute, qui n'était jamais venu au Célestin. J'aime beaucoup vraiment son théâtre qui met à nu l'imaginaire et qui fait toute confiance dans le spectateur, dans la spectatrice. Pas de décor, peu de costumes. Les acteurs et actrices sont souvent très peu vêtus, mais une lecture au scalpel des grands textes, et il s'attaque ici avec sa troupe historique, vraiment des comédiens virtuoses, au songe d'une nuit d'été, et il se donne pour objectif de révéler, par la magie du théâtre, le pouvoir hallucinatoire du désir. Le cœur de la pièce, c'était effectivement le carré amoureux auquel se livrent les 4 jeunes gens tels que les décrit Shakespeare, qui jouent à s'entraimer les uns les autres. Il y a la dimension des amoureux, d'accord. Il y a la dimension des êtres surnaturels. Il y a une troisième dimension qui sont les habitants d'Athènes et une quatrième dimension qui sont les acteurs de théâtre. Les différentes dimensions du songe sont incarnées par ces 4 acteurs. Et donc ces 4 dimensions de la réalité vont se croiser dans ce qu'on pourrait appeler la forêt des désirs. Ils fuient la ville d'Athènes et ses règles contraignantes pour libérer leurs désirs dans la forêt. Et évidemment, dans cette forêt-là, ils vont croiser des êtres surnaturels, le peuple qui peuple la forêt, mais aussi des acteurs qui vont venir dans cette forêt répéter une pièce de théâtre, de sorte à pouvoir les présenter à la cour au moment d'un mariage imminent.
Et donc j'ai considéré que ces 4 acteurs étaient en mesure de matérialiser tous ces univers-là. Le désir dont je voulais parler, c'était pas nécessairement du désir amoureux de l'un pour l'autre, non pas nécessairement représenter ça, mais parler du désir absolument inextinguible, vif, inattaquable, qui est celui qui nous habite tous, je parle des membres de la troupe, de faire du théâtre en fait. C'est plus une métaphore, le songe tel que je l'ai monté, de notre désir absolu de théâtre, qu'une énième reconstitution de cette pièce assez formidable et à la fois totalement insaisissable de Shakespeare. C'est vraiment pas gentil de demander à un metteur en scène de résumer le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Je crois que c'est encore moins gentil de le demander à Gwenaëlle. Voilà, Erika nous rejoint parce que après le songe, on plongera avec joie dans la période des fêtes pour lesquelles on a concocté un programme familial et inattendu. 3 univers extraordinaires, en effet, seront à découvrir à travers les 3 spectacles à l'affiche des Célestins pendant les fêtes. On commencera avec un époustouflant spectacle défi en apesanteur, proposé par la compagnie El Nucléo et ses 11 acrobates qui vont investir cette grande salle. Salto est né de l'envie de faire un défi. L'idée, c'était de sauter beaucoup, sauter souvent. Et ça vient, juste pour la petite histoire, un jour, je me suis amusé à compter toutes les secondes qu'il y avait passé en l'air les 20 dernières années. Tout ce qu'on avait fait à la bascule, au trampoline, en acrobatie. Donc, toutes ces microsecondes qui étaient en l'air, je me suis dit, en fait, il y avait beaucoup de temps que j'avais passé en l'air. Mais surtout, je me suis rendu compte que plus le temps passait, moins de temps j'étais en l'air. C'est aussi parce qu'on grandit, parce qu'on vieillit, parce que les choses avancent. Et je me suis dit, on va faire un spectacle, un gros spectacle dans lequel on va sauter beaucoup, souvent. Et donc, ensemble, on va essayer de sauter pendant 10 minutes. Et ensemble, on est 11 acrobates et musiciens sur scène, et on va essayer d'ensemble sauter pendant 10 minutes, les 11 acrobates. Et donc, on parle du saut qui est physique, qui est du corps et qui est très concret. Mais on évoque aussi des sauts qui sont ce qu'on appelle des grands sauts, des sauts métaphoriques, des sauts importants qu'on a fait dans notre vie, des décisions qu'on a dû prendre. Donc voilà, Salto est un défi acrobatique et un défi sociétal aussi. En Célestine, nous retrouverons la troupe de l'Argument, également habituée des fêtes aux Célestins. C'est elle qui avait présenté en 2019 l'adaptation loufoque et très réussie de la bande dessinée de Fab Caro, Zai 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 Zai, et puis également Beaucoup de bruit pour rien en 2022. Alors cette année, Maya Sandoz et sa troupe réinventent un Robin des Bois d'aujourd'hui pour traiter avec le sens du burlesque qu'on leur connaît de la très sérieuse question de la justice sociale. On l'écoute. Donc la pièce s'appelle Robin et raconte l'histoire, l'enfance, en fait, la genèse de Robin des Bois, donc de la famille des Bois, Robin et sa petite sœur Christabel, qui ont une vie très simple au départ, sauf que la vie va faire que ça va devenir de plus en plus difficile pour eux, socialement, en tout cas pour les parents. Et ils vont petit à petit rentrer dans une grande pauvreté. Et donc on va découvrir qu'est-ce qui a fait que ces enfants sont rentrés dans la forêt. Il y a 2 mouvements dans la pièce. Il y a un premier mouvement qui est donc la genèse, l'histoire des enfants, comment ils ont fait pour arriver à une situation qui les a poussés à rentrer effectivement dans le banditisme. Et une deuxième partie, où on les retrouve un peu plus tard, c'est leur procès. Robin n'est pas là, et donc on assiste au procès, et la justice va être rendue. Enfin, et pour terminer l'année 2024, nous accueillons le cabaret joyeux et déluré de Jérôme Marin, alias Monsieur K. Musicien, chanteur et feuilleuse, se transforme en créature extraordinaire pour livrer des performances où tout est possible. L'Oiseau Joli, la Baronne du Bronx, David Noir, la Big Bertha et chaque soir, des guest stars jailliront de la pochette surprise spécialement conçue par Jérôme pour les Célestins. C'est une véritable dinguerie qui verra son apothéose le 31 décembre
avec un after inédit pour aller jusqu'au bout de la nuit du réveillon. On l'écoute. Alors la barbichette est un jeu, on va dire plutôt pour enfants, où on se tient le menton et on chante une chanson. Et l'idée, c'est de se faire rire, et la personne qui rit avant l'autre reçoit une tapette. Voilà. Et donc ça, c'est le principe du jeu. Et l'idée, c'est, par le biais du cabaret, en tout cas, de proposer une certaine forme de fête, une célébration commune, festive, pour pouvoir imaginer la nuit autrement. Il y a une espèce de ruissellement, voire un débordement joyeux qui se fait de la scène vers le public et qui nous emmène dans une autre forme de connivence que simplement écouter une histoire. On a la chance d'avoir, dans cette forme de cabaret, plutôt des artistes qui sont des créatures qui sont chimériques, mi-homme, mi-femme, mi-homme, des monstres atypiques. On transforme les histoires qu'on vous raconte par le biais aussi de ces personnages hauts en couleur qui se chahutent. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, les loges sont totalement à vue. On voit le processus des coulisses qu'on ne voit jamais. Tout se fait à nu pendant le spectacle aussi, puisque la vie se passe aussi sur scène. Alors le 31 décembre, on a imaginé une nuit folle au Théâtre des Célestins. Ce sera un peu différent de celui qu'on a présenté pendant la semaine précédente. Et on va finir avec une nuit endiablée, dansante et sauvage dans la Célestine. Donc ça va être drôle et amusant. Voilà, ça va être chaud. Et inattendu, qui est la promesse de la saison, et vraiment, là, je crois que vous allez être servis. J'ai une immense admiration pour Joël Pomera. Il est secrètement le 7e artiste associé des Célestins. On ne le dit pas, de toute façon, il déteste dire les choses. Il nous a accordé une interview pour présenter le spectacle, mais vraiment, il venait à reculons, je peux vous le dire, parce qu'il n'aime pas du tout prendre la parole. Voilà. Le récit des amours et des amitiés bouleversées et bouleversantes qui composent cette réunification des deux Corées, c'est vraiment de ceux que l'on garde à jamais en mémoire. Et lorsque Joël m'a dit qu'il voulait recréer ce spectacle, il avait créé à l'Odéon, lorsque j'étais administrateur, qui était un spectacle présenté en bifrontal, avec 2 gradins de chaque côté de la scène. Donc évidemment, on ne pouvait pas le présenter au Célestin, mais il a souhaité recréer ce spectacle qui joue en ce moment même au Théâtre de la Porte Saint-Martin, théâtre à l'italienne à Paris. Et peut-être que vous avez lu les critiques absolument dithyrambiques, parce que vraiment c'est une merveille ce spectacle. Lorsqu'il m'a dit qu'il voulait le recréer, j'ai évidemment sauté sur l'occasion de vous le présenter, de le présenter au public des Célestins. C'est la réunification des deux Corées. C'est un spectacle qui aborde la mythologie amoureuse, on pourrait dire. C'est-à-dire le lien entre des individus, le lien qu'on peut nommer aussi sentimental, la passion, en tout cas tout ce qui rentre dans le registre du vocabulaire dit amoureux. Mais je pense que c'est aussi une façon, en travaillant sur ces relations, sur ces liens, une façon de chercher à comprendre ce qui a été construit socialement aussi, historiquement, avec ces termes, et comment ça façonne nos vies, la vie des individus et nos rapports les uns avec les autres. You dance like crazy, you dance alone. You can die here if I stop, baby. No, 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 no.
Le bonheur dans la vie, il faut le rechercher en soi, pas chez les autres, et surtout pas dans l'amour. Ce sera vraiment, tout comme avec Gwenaëlle, je crois, retrouver la troupe historique de Joël sur ce plateau. Ce sera vraiment un grand moment. Et puis, vous le voyez finalement de cette saison qui est assez politique, évidemment, puisque les artistes parlent du monde d'aujourd'hui, évidemment, et sont souvent des artistes engagés qu'on a conviés cette saison. Mais finalement aussi, il y a beaucoup de spectacles qui parlent d'amour, de désir, de vie. C'est vraiment, comme on l'a souhaité, encore une fois, vous convier à la rencontre entre l'art et la vie. La 5e création de la saison, ça sera dans la petite salle, une création d'une toute jeune équipe, là aussi, Akimba et Manon Worms. Le spectacle s'appelle Indestructible. Il est écrit à partir du livre que vous connaissez peut-être de Robert Linhart. Robert Linhart, c'était un de ces intellectuels maoïstes qui, dans les années 60, avait décidé d'aller s'établir en usine pour rencontrer et pour vivre le quotidien des ouvriers. Ce livre, paru aux éditions de Minuit, s'appelle L'Établi. Et donc, ils sont repartis de l'établi, mais ils ont écrit un récit fictionnel, une histoire-fiction de la politique migratoire française, dont l'indestructible Peugeot 504 est un personnage symbolique. Indestructible, c'est parti d'abord d'une lecture, c'est parti d'un livre publié à la fin des années 70 par Robert Linhart qui s'appelle L'Établi, qui raconte l'histoire d'un intellectuel qui était étudiant normalien et qui en fait quitte ses études pour aller travailler en usine et s'embaucher dans les usines Citroën, qui étaient des très grosses usines de production automobile. Et on a voulu, en lisant son livre, raconter l'histoire non seulement de ces établis qui sont partis de leurs études pour mener la révolution par conviction politique aux côtés des ouvriers dans ces usines, mais aussi on a voulu raconter surtout les rencontres qu'ils y font avec les ouvriers immigrés, qui étaient une très grosse partie de l'effectif de ces usines à cette époque-là. Du coup, c'est une histoire croisée entre un qui deviendra une établie dans notre récit et un ouvrier immigré du Mali. Et donc, à partir de ce livre-là, donc, ça a ouvert plusieurs portes. Donc, il y a la question de l'établissement, mais il y a aussi la question de l'immigré qui venaient en France qui sont venus en France dans les années 60 pour travailler dans les usines. Donc, en fait, c'est des histoires qui se croisent. Et donc, ça raconte vraiment cette époque-là dans les années 60, mais c'est quelque chose de très, très actuel par rapport aux luttes aujourd'hui en France, dans les usines, mais aussi un peu partout, quoi. Donc, lutte sociale, politique. Adapter le rouge et le noir, c'est vraiment la mission que s'est donnée Catherine Marnas, qui était la directrice du Théâtre national de Bordeaux. Elle en a fait une version vraiment resserrée, en moins de 2 heures, portée par 5 magnifiques acteurs, dont Jules Sago, que peut-être vous avez vu, et qui était le drôle de greffier du procès de Méduse en Célestine cette saison. Très très beau comédien. C'est lui qui va interpréter Julien Sorel. Et Catherine Marnas, elle érige ce héros stendhalien en échec d'un transfuge de classe. Quand je réfléchis, je me dis finalement, après coup, que je crois que j'ai monté ce spectacle pour montrer la force incroyable du théâtre. Et je me suis dit, par le biais du théâtre, on va essayer de prouver que le fait qu'un texte classique, alors là j'ai pris le classique des classiques, porté par les corps des comédiens, porté par la voix des comédiens, avec l'empathie qui est provoquée par cette proximité-là, va faire entendre et résonner ce texte-là de manière à ce que ça leur donne envie de le lire. Voilà, ça, c'est la base. Je suis très fière quelque chose qui n'est pas une critique, mais que j'ai entendu en sortant de la salle. Un jour, il y avait une bande de jeunes gens
qui ne me connaissaient pas évidemment, et ils parlaient entre eux. Et je les ai entendus dire « elle est grave forte parce que le rouge et le noir, c'est grave chiant ». Et ils se sont dit juste après « je vais le lire ». Je me suis dit « ouais, gagné ». Je dis au moins, c'est clair. J'ai rencontré Gilles Ostrovsky, qui est vraiment un acteur et un clown génial, au début des années 2000, au Rond-Point. Et Gilles est aujourd'hui frappé d'une maladie neurodégénérative dont l'un des premiers symptômes est la perte d'équilibre. Et avec sa compagne Sophie Cusset, avec laquelle il travaille longtemps sur le clown, ils ont invité 2 acteurs vraiment prodigieux, qui sont Thomas Blanchard et Grégoire Osterman, à nous conter ce voyage tragicomique en déséquilibre sur des matelas gonflables. Et vraiment, c'est un spectacle qui fait rire et qui émeut aux larmes. Et le principe de Voyage en ataxie est la suite de tous nos spectacles, c'est-à-dire que ça part très souvent de nous. Il y a une ligne autobiographique assez forte, mélangée avec une esthétique burlesque, plutôt drôle, où on interroge toujours la limite entre le tragique et le comique, et où le point d'attouchement, où l'émotion peut naître de ces 2 lignes. Et là, sur Voyage en ataxie, c'est un peu plus poussé, je dirais, ou spécial, puisque Gilles est atteint d'une maladie rare qui s'appelle une ataxie cérébelleuse, d'où le nom de ce titre, Voyage en ataxie. Et ça nous paraissait naturel et évident par rapport à notre démarche artistique de continuer à parler de notre vie théâtralement avec ce sujet-là, quoi, avec l'idée de la maladie. Alors, ce qui est assez joli, c'est que Sophie Cusset a un personnage, une créature qui s'appelle Liza Pirelli et qu'on retrouvera aussi dans La Barbichette en décembre. Fidèle parmi les fidèles des Célestins, vous le connaissez bien, c'est Cyril Teste. On a présenté plusieurs de ses spectacles ici, Festen, et puis le dernier d'entre eux, c'était déjà un Tchekhov, c'était La Mouette, dans une version vraiment assez tranchante et cinématographique, évidemment, puisque c'est le principe de son théâtre, vous savez, les performances filmiques. Cette fois-ci, il nous transporte sur l'autre rive, et sur l'autre rive du lac, au bord duquel se joue La Mouette, sur l'autre rive, il y a une fête. Et cette fête, elle a lieu pendant 2 heures ici sur le plateau, avec des amateurs, avec des acteurs, avec des musiciens. Et cette fête, elle est perturbée en permanence par le personnage central de cette pièce de jeunesse de Tchekhov, qui est Platonov, vous le savez, jeune instituteur cynique et séducteur qui vient, comment dire, mettre le bordel, on va dire ça pour être un peu vulgaire, mais en tout cas c'est bien ça la réalité d'une génération qui est au bord du précipice et qui vraiment fait grand écho à la nôtre, quoi. Et au fil du spectacle, vous le verrez, la caméra s'estompe pour laisser place au théâtre bouleversant de vérité. C'est Platonov, donc Platonov, sur l'autre rive, par Cyril Teste. Sur l'autre rive, c'est une réplique qu'il y a dans La Mouette, dans laquelle, à un moment donné, on entend, pendant La Mouette, pendant la représentation de La Mouette, on entend de la musique sur la rive d'en face. Et quelqu'un dit à Anna, c'est pas Anna justement, c'est Irina dans La Mouette qui dit tu entends, il y a de la musique, c'est la fête. Et quelqu'un lui répond, c'est la fête sur l'autre rive. Donc on a voulu répondre, si vous voulez, à cette réplique de manière très ludique et simple, en sachant que c'est une adaptation, pour le coup, sur l'autre rive de Platonov, qui est l'œuvre originelle de Tchekhov, c'est sa première source, et que je mets en regard aussi de La Mouette, qui pour moi est certes pas sa dernière, mais pour moi s'inscrit comme presque une œuvre posthume. Sur l'autre rive, c'est aussi une unité de temps et de lieu. Tout se passe à un même endroit et durant toute une nuit. Bien entendu, le spectacle fait 2 heures, donc on est sur des time-lapse. C'est une nuit, mais qui se passe en 2 heures. Mais c'était une volonté de ma part de tout ramener autant unité de lieu, unité de temps.
On aura ensuite grand plaisir à vous proposer un spectacle qui est encore inédit en France, d'une troupe italienne qui s'appelle Kepler K452. Elle est animée par Nicola Borghesi et Enrico Baraldo. Et les deux ont rejoint en 2021 les salariés d'une usine de la banlieue de Florence qui s'appelle GKN, qui était promise au démantèlement. Et ils ont rejoint les ouvriers pour la plus longue occupation jamais connue en Italie. Et accompagnés par 4 des ouvriers de l'usine, ils rendent compte, le point levé, de ce puissant acte de solidarité dans un spectacle qu'ils ont nommé malicieusement « Le Capital », le livre que nous n'avons pas encore lu. Il Capitale è un libro di 1126 pagine in cui c'è scritto come è strutturato il sistema in cui viviamo tutti i giorni, il modo di produzione capitalistico, quel mondo che ci sembra l'unico possibile, quel mondo in cui ci chiediamo continuamente l'un l'altro: come stai? Ma dai, bene, grazie, non c'è male. Tu? Va bene, bene, bene. Quante pescate non fatte, quante recite del Fio non viste, quante ti amo non dette, quante nevicate non viste, quanto ancora abbiamo voglia di regalare il tempo a gente che non hanno nessun tipo di sentimento, quanto tempo ancora ci rimane, quanto tempo. È un noi. Noi insorgiamo una prima persona plurale collettiva, responsabilizzante, di quando senti che in un modo o nell'altro, qui e ora, un periodo buio deve finire. A volte basta togliere qualcosa, il lavoro, e tornano insensati i giochi, la voglia di giocare. Le macchine sono ferme e la vita è imprevedutamente viva. Voilà, promis, ce sera surtitré en français, mais comme le spectacle n'est pas venu en France encore, on a avec des surtitres anglais. Ensuite, il y aura un brûlot vraiment à ne pas manquer au Radiant Bellevue. C'est un spectacle qu'on jouera en collaboration avec le Radiant. C'est Camille Cotin, que vous connaissez bien, qui va bientôt annoncer la Palme d'Or, là, dans quelques instants. À Cannes, Camille Cotin, elle rêvait de revenir au théâtre et elle n'a pas choisi la voie la plus facile puisqu'elle a proposé à Jonathan Capdevielle, dont vous connaissez peut-être l'univers, qui est un univers très singulier, assez queer. Il y a eu plusieurs de ses spectacles qui ont été montrés au TNG. Jonathan Capdevielle et Camille Cotin, ils vont mettre en scène l'adaptation d'un best-seller d'une jeune écrivaine allemande qui s'appelle Katharina Volkmer, qui a quitté son pays et qui vit aujourd'hui en Angleterre. Le titre de ce roman, alors le spectacle il s'appelle Le Rendez-vous, mais le titre de ce roman c'est aussi Jewish Cock. Et dans ce texte libre et cru, un peu à la manière d'une Virginie Despentes déjantée, elle confie à son médecin ses fantasmes, son rejet de l'Allemagne et son souhait de changer d'identité. Voilà, donc Le Rendez-vous au Radiant les 4 et 5 février. Yuval Rosman, il sait comme personne nous immerger dans un théâtre intense, intime et politique. Ahuvi, mon amour, en hébreu, c'est l'histoire d'un amour fou, toxique, entre une jeune Israélienne et un Français exilé. Rester, partir, ce sont les questions évidemment que s'est posé Yuval et qu'il nous partage ici avec une vérité bouleversante et drôle. Donc Ahuvi, ça veut dire mon amour en hébreu. Je suis israélien, j'ai écrit pendant des années en hébreu et ça fait 11 ans que je suis en France. Et Ahuvi, ça parle d'amour, c'est une histoire d'amour. Et puis là, je mélange deux sujets que j'ai traités dans mes précédentes pièces. Donc il y a la question du conflit israélo-palestinien, bien sûr, parce que Tamar, le personnage principal, le fil rouge de la pièce, elle est israélienne.
Et elle rencontre Virgile, qui est français. Et la pièce s'en déroule 6 ans de leur vie, les 5 années ils étaient ensemble, et 1 année un peu après la séparation. Mais le rôle principal vraiment de cette pièce, c'est un chien. Ils adoptent un très beau border collie. Et à travers lui, on lit les petites scénettes du quotidien dans la vie de ce couple. Ce qui m'a beaucoup intéressé en écrivant cette pièce, c'est pas forcément la violence. Là, c'est une pièce un peu plus couleur pastel. C'est une violence discrète, cachée, une violence douce, et qu'on peut vivre nous tous dans nos quotidiens, soit dans les territoires occupés ou dans la vie quotidienne sous l'occupation, ou dans nos relations avec nos parents, nos amis, et collègues, ou dans les relations conjugales. Caroline Guiella-Nguyen, vous le savez, aujourd'hui, elle dirige le Théâtre national de Strasbourg. Elle était déjà venue à la fois à la Croix-Rousse et puis sur cette scène ici, Saigon à la Croix-Rousse, grand succès, Fraternité, sa précédente création ici au Célestin. Elle défend un théâtre cardiaque, vraiment animé du désir de porter à la scène les voix et les récits manquants et faire place à l'émotion. Elle s'intéresse dans Lacrima aux secrets professionnels et aux violences sourdes au travail. Et ça sera une création au prochain Festival d'Avignon et un spectacle qu'on présentera ici au Célestin en partenariat à nouveau avec la Croix-Rousse. Bonjour, je suis Caroline Guiella-Nguyen, je suis la metteuse en scène et autrice de Lacrima. Le spectacle Lacrima, c'est l'histoire... en fait, j'avais envie de parler du secret. Depuis longtemps, c'était un sujet qui m'intéressait dans la vie. Qu'est-ce que le secret? Qu'est-ce qu'il comporte? Qu'est-ce qu'il protège? Et je suis tombée complètement par hasard sur les secrets qui entouraient la robe de Lady Di, de sa robe de mariage. Et en mettant le nez dedans, je me suis rendu compte que la robe de Lady Di avait été signée par plusieurs clauses de confidentialité, que ce soit par la maison de haute couture, mais toutes les personnes qui ont participé à sa confection. Et je me suis dit, ben tiens, et si tout d'un coup on passait par ce biais-là pour raconter une histoire? Donc le pitch du spectacle, c'est le suivant. Il était une fois une princesse d'Angleterre qui allait commander une robe pour son mariage. Et on va suivre donc toutes les personnes qui vont mettre la main sur l'ouvrage. Donc que ce soit la couture ou le patronnier ou la découpe à Paris, donc dans une maison de haute couture que l'on appelle Belliana, que ce soit à Alençon pour les dentelles ou que ce soit à Mumbai pour la broderie. Voilà, et donc on va suivre comme ça tous les personnages à ces différents lieux. Et on verra comment est-ce que ce moment de la robe devient finalement très concrètement, mais aussi symboliquement, le moment où les secrets de chacun et chacune vont en fait être dévoilés ou au contraire conservés pour l'éternité. Pour ceux qui connaissent le travail de Caroline, c'est vraiment quelqu'un qui fait grande confiance à la force du récit, quoi. Et alors ce spectacle, ça sera aussi l'occasion de vous présenter un nouveau rendez-vous cette saison, les samedis, un samedi par mois, les samedis célestins. Oui, en écho au spectacle Lacrima, le samedi 15 février, nous proposons dans l'après-midi une enquête dans les coulisses du monde du travail, avec notamment la possibilité de découvrir l'atelier couture des Célestins. Ce sera l'un des 9 rendez-vous des samedis célestins que nous inaugurons la saison prochaine. En effet, un samedi par mois, de septembre à mai, nous vous invitons à prendre la contre-allée pour découvrir autrement le théâtre. Ateliers, dialogue avec les artistes, projections, exploration des coulisses et concerts vont rythmer la saison en écho au spectacle. Et le programme détaillé de chacun de ces samedis sera à découvrir sur notre site internet à partir de septembre. On avait déjà un peu entamé ça, cette saison avec le Moonstrom, et une belle journée et qui s'était terminée par une belle fête. Merci Erika. Cannibale, ça a été un choc lors de sa création en 2015. C'est un peu le spectacle fondateur du collectif X, qui est un collectif vraiment dont le travail est très intéressant, issu de l'école de la Comédie de Saint-Étienne.
Maud Lefebvre et le collectif X avaient créé ce spectacle avec deux acteurs qu'on aime beaucoup, Arthur Fourcade et Martin Sèvres, en 2015. Et lorsque Maud m'a fait part de son désir de reprendre ce spectacle, j'ai vraiment pas hésité. C'est un peu un travail dans la lignée de Pomera, d'une manière très cinématographique là aussi. Elle s'attaque avec pudeur et ironie au tabou du grand amour. C'est vraiment une arme d'émotion massive. Voilà. Et puis je vous en dis pas plus sur le fameux cannibalisme. On a souhaité vous donner à voir ce teaser du spectacle en 2015, donc voici 10 ans, donc les acteurs auront un peu vieilli, mais je crois que ça n'aura pas perdu de sa force, et vraiment je vous invite à découvrir ce spectacle très fort. Et puis vraiment, c'est avec un immense bonheur qu'on accueillera Maggie Marin. Alors Maggie Marin, on plaisante en disant que c'est une compagnie régionale, puisqu'elle est installée à Sainte-Foy-les-Lyons avec Ramdam, où elle poursuit une recherche radicale et qu'elle partage de manière très généreuse avec des résidents et plein d'artistes. Mais Maggie Marin, c'est vraiment tout simplement sans doute l'une des plus grandes artistes d'aujourd'hui, vous le savez. Et il était paradoxal finalement que son travail chorégraphique éminemment théâtral n'ait jamais trouvé place au Célestin, et je l'ai donc convié à présenter un panorama de son travail en 3 spectacles. Et je suis heureux qu'elle l'ait accepté, parce que ce n'est pas gagné. Et donc, on pourra voir ou revoir, peut-être pour ceux qui l'ont vu à la Maison de la Danse cette saison, 2023, qui est sa dernière création, qui dénonce puissamment les mécanismes de soumission et la violence du capitalisme et des médias. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça danse. Singspiel, magnifique pièce pour un acteur-danseur qui endosse les visages d'une foule de personnes. C'est une magnifique méditation sur la condition humaine. Ça sera en petite salle avec David Mambouche, notamment, et puis un musicien. Et puis, alors vraiment, cerise sur le gâteau, son chef-d'œuvre, Maybe, qui est la fable matricielle du corps et des corps à corps qu'elle a créé voici 43 ans. Vous imaginez, le spectacle, il tourne depuis 43 ans. Il a dû être montré de nombreuses fois à Lyon déjà, mais ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Ce sera vraiment l'occasion pour peut-être vous, qui l'avez déjà vu, de le redécouvrir, de le revoir avec bonheur. Et puis, je trouve ça très important aussi, lorsque ces grands spectacles, on peut toujours les voir, de donner la possibilité aux plus jeunes spectateurs de les découvrir, parce que je pense que ce spectacle, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, que ce spectacle, il s'imprimera dans vos mémoires, tout comme il s'est imprimé dans la mienne voici quelques temps. Voilà. Maggie Marin. Déjà, je trouve qu'elles sont assez différentes, toutes les 3. Donc, ça me plaît, quoi. Le fait qu'il y a quand même 40 ans qui se sont passés pratiquement, enfin 35 ou 40 ans. Donc, Maybe, c'est une œuvre fondatrice, comme on dit. C'est vraiment une œuvre que j'aime beaucoup, enfin, un travail qui m'a porté chance aussi, et dans laquelle il y a des fondamentaux de ce que je crois au théâtre, en fait. Je suis contente quand même qu'il y ait d'autres pièces qui jouent, et notamment, justement, la dernière qui a été créée à la Maison de la Danse en novembre, là, parce qu'elle est très différente, et pourtant, les soucis, je pense, sont les mêmes, en fait. L'inquiétude, j'allais dire. Peut-être cette forme-là est très, très différente de celle de Maybe, mais en tout cas, l'interrogation, en fait, sur ce qu'on fabrique et quel impact ça peut avoir sur le public qui vient et sur les gens qui viennent au théâtre, quoi. Qu'est-ce que ça dit de notre temps, en fait.
Et puis, bon, il y a Singspiel aussi, qui est très, très différente aussi. Donc, c'est un solo, là. Et ben, c'est un truc de portrait, quoi, enfin, de gens, des gens. Et comme je pense que tout est relié par les gens, dans le travail, dans le rapport des gens entre eux, que ce soit dans Maybe, rapport de pouvoir, en fait, rapport de domination, dans 2023 aussi, donc comment ça joue sur nous, quoi, tout ça. Et dans Singspiel, peut-être, c'est un travail qui joue vraiment sur le visage des gens. Et ce que les visages et les corps disent des personnes qui ont ce corps-là, quoi. Voilà, et puis, si vous le voulez bien, pour le plaisir de celles et ceux qui ne connaissent pas le travail de Maggie Marin, le teaser du film réalisé au cinéma sur Maybe. Voilà, magnifique, tout spectateur ou spectatrice digne de ce nom doit avoir vu Maybe une fois dans sa vie. Après la chute des anges, on retrouvera Raphaël Boitel. Raphaël Boitel, effectivement, on l'a présenté en ouverture de cette saison. Je crois qu'elle a beaucoup ému le public. Elle a une écriture, elle aussi, circassienne, chorégraphique, un univers très singulier, assez cinématographique aussi, tout en clairs obscurs, tout ça, et puis avec des moments de poésie absolument magnifiques. Elle revient avec un spectacle qui s'appelle Ombre portée. Et alors, à nouveau, dans une atmosphère cinématographique, ce sont les corps qui parlent pour dire les non-dits au sein d'une famille.
Voilà, Ombre portée, Raphaël Boitel. Alors, vous l'avez vu dans le spectacle, il y a des moments de lévitation, et je vais en profiter pour peut-être faire un petit insert pour vous recommander vivement et chaudement de venir voir un spectacle qu'on présente là en fin de saison à partir du 6 juin, qui s'appelle « On m'a trouvé grandi », qui est un spectacle porté par la Compagnie 1420. La Compagnie 1420, c'est sans doute la plus grande compagnie de théâtre magique en France aujourd'hui. C'est un spectacle qu'on présente avec les Nuits de Fourvière. Donc, On m'a trouvé grandi. Il y a de la lévitation, de l'invisibilisation sur le plateau. Et c'est porté par une équipe absolument formidable, dont une danseuse chorégraphe qui s'appelle Leila K, qui, pour la petite histoire, est la sœur de Zao de Sagazan. Et puis David Murgia, qui est un des acteurs que vous avez peut-être pu voir ici, magnifique, lorsqu'il interprète Celestini. Vraiment, c'est un spectacle, là, on le joue, je ne sais plus combien, une dizaine de fois à partir du 6 juin. Voilà, n'hésitez pas, venez voir. On m'a trouvé grandi. Lorsque Lucas Sama, qui est un jeune auteur et complice du Moonstrom, c'est assez joli parce qu'effectivement il y a plein de croisements dans la saison avec nos artistes associés et leur univers. Donc Lucas, il est dramaturge de Louis Arène et de Lionel sur leur spectacle. Et puis c'est vraiment un tout jeune artiste. Et puis lorsqu'il m'a proposé, il m'a parlé de son projet de premier spectacle, à la fois en tant qu'auteur et metteur en scène. Vraiment, j'ai été frappé par l'ambition du récit et la force du propos. Et on a décidé de coproduire ce spectacle qui a été créé au Théâtre du Rond-Point en janvier dernier. Je crois qu'on a eu plutôt raison. Voilà. C'est une sorte de thriller comico-tragique, un peu dans la lignée des frères Cohen. C'est une prise d'otage un peu foireuse qui se termine mal, un peu comme Fargo, quoi. Vraiment, c'est un très beau spectacle à découvrir en Célestine. Ça s'appelle « Derrière nos lignes ennemies ». Derrière les lignes ennemies, c'est donc l'histoire d'une prise d'otage, celle d'Antoine Moron, qui est un jeune entrepreneur et qui travaille dans une entreprise de biotechnologie qui est a priori accusé de mettre sur le marché des produits problématiques, dangereux pour la santé. Et donc ce personnage, Antoine, est pris en otage un matin par un groupe de ravisseurs inconnus qui menacent de l'exécuter si leurs revendications ne sont pas exaucées. Donc la particularité de cette situation de base, c'est que le spectacle s'ouvre avec un otage qui nous est plutôt antipathique et des preneurs d'otages dont les revendications sont plutôt compréhensibles, nous paraissent correctes. Et voilà, et c'est cette situation un peu insatisfaisante sur laquelle, c'est sur cette situation un peu insatisfaisante que s'ouvre le spectacle, vu qu'ensuite se pose pendant à peu près 1h30 la question de savoir si le recours à cette violence et au bout du compte au choix de tuer ou non l'otage est légitime. Et c'était pour ça que j'avais envie de faire ce spectacle, que dans le fait de tuer quelqu'un ou de menacer de le faire, il y avait une différence vraiment de nature, pas seulement d'échelle, et que cette question-là devenait bien plus vertigineuse. C'est comme dans Beretta 68, donc la question du recours à la violence pour lutter contre la violence. Un spectacle choc, Marina Otero, peut-être que vous l'aviez découverte avec son magistral Fuck Me. C'est une chorégraphe argentine, désormais installée à Madrid. Elle avait vraiment électrisé le public des Célestins lorsqu'on avait présenté ce spectacle en 2020. Elle y utilisait, peut-être vous en souvenez-vous, le corps de ses danseurs pour interpréter ce qu'elle n'était plus en mesure de faire suite à un accident. Elle poursuit l'exploration singulière d'elle-même et aborde cette fois-ci la question du trouble mental. Et elle est accompagnée par 4 danseuses et puis un sosie de Nijinsky, rien que ça. Et elle se demande comment l'acte créatif peut naître de ses angoisses et de sa violence intérieure. C'est un spectacle qui va être créé le 4 juin au Printemps des Comédiens. Donc on a juste un petit teaser de Marina. Entrando en el cliché de la crisis de los 40, empecé a filmar cada cosa que hacía. Con el corazón abierto las 24 horas registraba todo, hasta que un día colapsé. Me dieron un diagnóstico psiquiátrico
y decidí hacer con eso mi próxima obra. Convoqué a 4 bailarinas con trastornos mentales y a Nijinsky para hacer una obra que hable sobre la locura por amor. Pero vamos a decir que el tema es sobre salud mental para que entre en la agenda inclusiva del mercado del arte. Porque esa es mi condena, tener que hacer obras que se vendan y así mantenerme viva en el mundo del teatro. La Kill Me par Marina Otero. Autre spectacle qui va se créer très prochainement, cette fois-ci au Festival d'Avignon, c'est Lorraine de Sagazan, qui nous avait bouleversé avec les rituels du deuil dans son spectacle Un Sacre la saison dernière. Cette fois-ci, elle s'est immergée au cœur du système pénal et elle s'est notamment intéressée aux comparutions immédiates. Et elle interroge, au travers de la figure ambivalente du Léviathan, la question de la violence légitime d'État, avec les moyens du théâtre et du récit. Alors, ça peut sembler un théâtre documentaire, ça ne l'est pas du tout, hein, vraiment. Elle s'immerge vraiment dans les situations et dans les récits avec son équipe, mais elle écrit les spectacles avec un auteur magnifique qui s'appelle Guillaume Poix. Et attendez-vous vraiment à un spectacle très très fort et émouvant. Il sera créé donc au Festival d'Avignon le 15 juillet. La comparution immédiate, c'est une procédure de justice expéditive où des délits mineurs, souvent sans victime, sont jugés en quelques minutes et sont sanctionnés par des peines relativement lourdes. C'est une procédure qui est jugée comme étant un dysfonctionnement, et ça de la part à la fois des justiciables qu'on a pu rencontrer parce qu'on est vraiment dans un travail documentaire, de rencontres, d'interaction avec différentes personnes pendant plusieurs mois, et aussi de la part des magistrats. Et le spectacle s'articule un peu avec 2 parties comme irréconciliables, comme les 2 plateaux de la balance, qui est ce symbole de la justice depuis de nombreux siècles. D'un côté, le fonctionnement du système judiciaire et plus particulièrement son dysfonctionnement, et de l'autre côté, la question des alternatives et d'études, notamment sur l'abolitionnisme pénal, la justice réparatrice, et tout à coup des procédures qui viennent rentrer en collision avec le système existant et proposer un nouveau paradigme. Et puis une échappée poétique et burlesque portée par Mayenne Barthès, que vous aviez peut-être découvert en 2020, qui avait remporté le prix Célestin avec Prouve-le. Dans Mélancoliquea, elle dépeint le quotidien de 6 salariés d'une grande enseigne d'ameublement, suivez mon regard, qui cherchent un sens à leur existence et échappent à la mélancolie en s'inventant d'autres vies que la leur. C'est un théâtre malicieux, avec peu de mots, dans la lignée de Jérôme Deschamps ou Christophe Martaleur. Mélancoliquea, comment meubler sa peine. C'est l'histoire de salariés d'un magasin d'ameublement qui trompent leur mélancolie parce qu'il faut bien échapper à la torpeur sourde, au frigo encastrable et puis à la fin du monde. On a un personnage comme ça qui s'intéresse beaucoup au haïku, par exemple. Il écrit des haïkus, c'est un peu ça, c'est un peu sa façon un peu de tromper la mélancolie. On a des personnes aussi qui aiment bien dans ces espaces-là parce que c'est un peu une invitation souvent dans ces magasins. Donc ils s'inventent un peu une nouvelle vie, ils s'inventent une autre vie. Donc ils jouent un peu des scènes comme ça, des scènes de couple. On ne sait pas si c'est leur vie à eux ou s'ils la réinventent. Et donc on les revoit souvent en train de rejouer des petites séquences de vie comme ça dans une fausse salle de séjour, une fausse cuisine. Et puis la dernière grande création de la saison, eh bien, c'est celle de nos artistes associés, Louis Arène et Lionel Lingelser, le Moonstrom, qu'on retrouvera évidemment avec grand plaisir. Je crois que ça a été un peu un électrochoc pour le public que cette rencontre avec le Moonstrom, cette saison. 3 spectacles, donc d'abord 40 degrés sous zéro, vous savez qu'ils ont eu 2 Molières, celui de la mise en scène et du meilleur spectacle du théâtre public pour ce spectacle qu'on a pu découvrir ici, très fort.
Le mariage forcé avec la Comédie Française, et puis magnifique aussi, Possédé d'Ilfurt, le solo de Lionel Lingelser. Alors Louis devait venir ce soir pour nous présenter le spectacle. Il est retenu par un problème personnel. Du coup, on l'embrasse très fort. Peut-être qu'il nous regarde en Facebook Live, puisqu'on y est. Louis, voilà. Ils reviennent avec Macbeth et ça va être juste dingue. Le projet du Moonstrom, c'est de regarder en face la violence de notre monde, mais dans le but de le défier, de le combattre avec notre outil principal qui est celui de la joie. Le travail à partir du texte, il est assez ludique et il est assez hybride. Donc avec Lucas et Lionel, on a regardé, on a essayé d'aller à l'os de la pièce et de voir ce qui vraiment nous intéressait, qu'on ne voulait surtout pas bouger. C'est quand même principalement le parcours de Macbeth et de Lady Macbeth. On a simplifié certains parcours de personnages, on a enlevé des personnages, on en a rajouté d'autres. Et puis aussi, la pièce nous fait nous poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on veut raconter aujourd'hui. La place de la femme, par exemple, dans la pièce, elle est assez problématique parce qu'il n'y a pas de femme, ou quand il y en a, c'est le diable absolu. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Tout le rapport au bien et au mal, à la religion aussi. On est dans des sociétés qui ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'époque. Donc ce rapport-là, à mon sens, il doit aussi être renouvelé. Bien que ce soit la pièce la plus sombre de Shakespeare et qu'on veut plonger là-dedans, c'est important aussi pour nous de travailler, de continuer à travailler sur une des spécificités de notre travail, qui est quand même l'humour, le rire. Donc on tord aussi un peu la pièce à certains endroits, où on interprète les scènes de différentes manières. Philippe Torreton, cette fois-ci, je crois qu'il a vraiment gagné le titre de sociétaire des Célestins. Vous le retrouverez pas plus tard que la semaine prochaine avec Garanger, ici, interprétant Ladzi. Il revient la saison prochaine, à nouveau, pour notre plus grand bonheur, comme cette fois-ci metteur en scène et interprète d'un texte de Genet, Le Funambule, qui est un long texte d'amour écrit par Genet à son amant Abdallah Bentaga, qui était funambule. Ça s'appelle Le Funambule, et donc Philippe sera accompagné par un grand fil de Ferris, d'ailleurs, qui s'appelle Julien Posada, et puis un musicien qui s'appelle Boris Boublil, qui a accompagné Dominique A, John Parrish, enfin qui a des belles lettres de noblesse. C'est ça que j'ai envie de raconter un peu dans Le Funambule, c'est cette... D'abord, on ne peut plus le jouer maintenant sans penser à Abdallah, celui pour lequel le texte a été écrit, donc son amant qui s'est tué. Donc ce texte maintenant a un parfum de mort. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un lapsus qu'il fait en interview, que j'ai trouvé assez génial. Il dit vous avez dit l'amour, j'ai entendu la mort. Et je trouve que ça résume tellement bien ce que je veux faire avec ce texte. C'est qu'on l'entende déjà, ce texte, qu'on le comprenne. Moi, ça fait 3-4 ans que je le bosse pour qu'il soit audible, compréhensible, qu'on soit dans sa tête. Donc ça suppose pas trop faire les pieds au mur avec, pas trop être dans le formalisme, mais vraiment comme un passeur. Et raconter cette dernière journée d'Abdallah Bentaga, une possible dernière journée, avec le peu qu'on sait. Morin Ollès, c'est un jeune acteur, metteur en scène aussi, dont le spectacle sur l'autisme Vers le spectre, qu'on avait présenté peut-être il y a 2 saisons, je crois. Ça nous avait fortement impressionné, vraiment. Et donc, il va revenir avec une adaptation, là aussi, assez... c'est un défi, quand même, que d'adapter ce livre, qui est un roman énorme, comme ça, de 600 pages, paru chez Paul, qui s'appelle Rabalaïr. C'est un roman écrit par l'écrivain et cinéaste Alain Guiraudy, que vous connaissez sans doute, qui vient de sortir son nouveau film à Cannes. Ce spectacle va s'appeler, joli titre, Et j'en suis là de mes rêveries. Il l'interprétera en duo avec le génial Pierre Maillet, à qui on peut faire toute confiance pour être vraiment l'interprète de cette langue très truculente de Guiraudy. Et comme toujours, dans ce texte, Guiraudy porte un regard bouleversant sur les destins qui basculent.
au moyen de cette écriture truculente, à la fois comédie et polar. Et j'en suis là de mes rêveries, c'est l'adaptation d'un roman d'Alain Guiraudy, Rabat-Lahir, et c'est l'histoire de Jacques. Jacques, c'est un homme qui a la cinquantaine, qui est au chômage, qui vit quelque part dans un village de l'Aveyron inventé par Alain Guiraudy lui-même, et où il rencontre Rosine, la patronne du café. Le fils de Rosine va être jaloux de la relation que Jacques entretient avec sa mère, et ils vont se battre une première fois, et puis une deuxième fois, et Jacques va tuer le fils de Rosine. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans cette histoire, c'est à la fois la langue, la poésie de Guiraudy, les réflexions qu'il fait dire à son personnage sur l'amour, la vie, la mort, la politique. Et c'est aussi, voilà, m'amuser à essayer de tenter de jouer un polar sur un plateau de théâtre. Et puis je crois un rendez-vous désormais annuel qui est vraiment très attendu, c'est évidemment la Comédie Française. On vient de les quitter avec Le Mariage forcé, et on les retrouvera la saison prochaine avec un spectacle qui s'appelle Les Serges, qui est mis en scène et interprété notamment par Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux. Et donc Stéphane et Sébastien, accompagnés par 6 acteurs qui non seulement ont le talent immense d'être acteurs, ils sont aussi musiciens, chanteurs, enfin ils sont tous très énervants. On retrouvera Benjamin Laverne, Rebecca Marder, etc., etc. Et ils vont faire un hommage à Gainsbourg en chanson, une forme de concert stand-up joyeux et tendre. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, 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 des petits trous. Attends, tu fais Gainsbourg là? Oui. Pourquoi? Je le fais pas bien. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit. Et l'envie de sa peau me ronge. Vous êtes, je crois, aujourd'hui un garçon heureux. Vous êtes célèbre? Je suis un mythe vivant, c'est quelques degrés au-dessus d'une star. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Mais vous l'aurez compris, il y a un film qui a été fait à partir du spectacle, mais venez voir le spectacle, c'est beaucoup mieux. Pauline Lédet, qui est artiste associée à la Comédie de Saint-Étienne, et Logan de Carvalho se sont inspirés du roman poème de Virginia Woolf, très beau, Vers les vagues. Les vagues, pardon, pourquoi je dis Vers les vagues? Non, Les vagues. Et ils ont écrit ce beau spectacle qui s'appelle Où nul ne nous attend. Et de manière vraiment très sensible et émouvante, 6 amis d'enfance recomposent leurs souvenirs et s'interrogent sur leur vie et leur place dans la société. Il y a vraiment de très beaux moments chorégraphiés, silencieux, vous le verrez, avec l'univers vraiment de Virginia Woolf, tout proche, quoi. Vraiment très très beau. Je vous invite vraiment à vous laisser porter par ces vagues dont vous sortirez vivifié. Vous pourrez retrouver l'interview de Pauline Lédet. On a fait une petite interview d'elle sur le site internet, mais on a pensé qu'il était bien de vous montrer des images du spectacle qui sont très très belles et qui vont, j'en suis sûr, vous donner très envie de venir le voir.
je commence déjà à oublier, à douter de la réalité des choses, d'ici et de maintenant. Qui suis-je ? Je nous revois assis ensemble, rassemblés dans ce chalet, tu te souviens ? Coincés entre deux âges. Et pendant un instant, nous avons eu sous les yeux le cadavre de l'être humain complet que nous n'avions pas réussi à être, mais auquel nous ne parvenions pas à renoncer. Voilà, ça sera en fin de saison prochaine en Célestine. Vraiment, c'est un très beau spectacle. Et puis, pour clore cette fois-ci dans la grande salle, en majesté, la saison prochaine, la nouvelle création de Barreau d'Evel. Alors, Barreau d'Evel, peut-être vous les avez découverts la saison dernière avec un spectacle absolument somptueux qui s'appelait Là, qui est un spectacle en noir et blanc avec un corbeau pie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et cette fois-ci, à nouveau en partenariat avec les Nuits de Fourvière et puis le Festival Utopiste, ce sera un spectacle en couleur avec 20 artistes sur le plateau, 20 artistes, des danseurs, des clowns, des acrobates, des musiciens, des céramistes. Et face à la menace de l'effondrement, Camille et Blaye veulent célébrer la force du collectif et retrouver le désir de se reconstruire ensemble. Ça part d'un désir d'inviter beaucoup d'artistes qui viennent d'horizons très divers, très différents, avec des cultures très différentes. Et puis autour de la question de l'invisible, en tout cas de ce qui nous rassemble dans les choses que l'on ne peut pas complètement contrôler ou sur lesquelles on ne met pas forcément de mots, mais qui peuvent être retrouver ces endroits de mystère de nos vies, de la vie, d'un grand tout comme ça qui bouge tout le temps et qui n'a pas besoin de nous pour tourner. C'est un projet qui s'appuie sur l'idée que en fait le futur est déjà en train de se faire dans nos corps et que nos intimes, nos psychés, notre manière de nous traiter nous-mêmes avec nous-mêmes ou les autres ou les détails construisent déjà le paysage social de demain. On est assez passionnés et il nous semble toujours très juste le lien très fort et évident pour nous entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça peut se traiter sur plein de choses, la question du humain, non humain, mais aussi du féminin, du masculin, du collectif, de l'individuel, enfin, à quel endroit ces choses-là sont tout le temps en train de dialoguer. Et comment, par la musique, par le chant, par le corps, par le clown, ces choses-là sont mises au plateau. Voilà. Le tout et le rien aussi. Le tout, le rien. Quelle est la réponse du collectif au fait qu'on ne répare pas tout ? Voilà, c'est donc une création qui va être présentée là prochainement au Festival d'Avignon. Et vous aurez compris que dans le couple, c'est plutôt la femme qui prend la parole. Autre festival que nous retrouverons pour la 4e fois au Célestin, Caravelle, temps fort des danses urbaines orchestrées chaque automne par Mourad Merzouki et l'équipe de Paul Pic. Cette année, le 14 octobre, il nous invite à découvrir l'univers du collectif Mazel Fretten avec 2 spectacles à la croisée des influences hip-hop et électro. En collaboration avec le Théâtre national populaire de Villeurbanne, nous poursuivrons également notre politique de soutien à la création théâtrale régionale avec le prix Incandescence. La 3e édition de ce concours, en partenariat avec Télérama, se tiendra au Célestin et au TNP du 18 au 22 juin. Avec 10 projets de spectacles au format court et 6 spectacles récemment créés. Les lauréats de chacune de ces catégories bénéficieront d'un soutien financier et seront programmés au Célestin ou au TNP au cours des 2 prochaines saisons.
Mais déjà prochainement, vous pourrez découvrir les spectacles lauréats de l'édition 2023. D'abord, Rakatakatak, c'est le bruit de nos cœurs, de Logan de Carvalho, au Célestin du 18 au 22 juin prochain, le mois prochain. Et Pratique de la ceinture au ventre, de Vanessa Amaral, qui sera créé du 12 au 21 mars 2025 au TNP. Et peut-être aussi, avant de terminer, quelques informations pratiques sur l'ouverture des ventes de cette nouvelle saison. Alors, dès ce soir à 19h, c'est-à-dire en quittant cette salle, vous pourrez vous abonner en ligne. Il y a toujours 2 formules proposées. L'abonnement Liberté, avec 4 spectacles au choix, et l'abonnement absolu, avec les 38 spectacles de la programmation Célestin en grande salle et en Célestine. L'abonnement guichet ouvrira mardi à midi. Nouveauté importante à noter cette année, les ouvertures de location se feront plus tôt que les années précédentes. Cette année, dès le 14 juin, vous pourrez réserver vos places à l'unité sur tous les spectacles de la saison. Voilà, nous allons bientôt vous libérer. On va bientôt se retrouver sur la place avec Arandel pour un apéro électro-festif, parce que je crois qu'on a bien de quoi fêter à la fois le beau succès de cette saison qui se termine presque, et puis cette saison qu'on a plaisir à vous proposer à partir de septembre. Un tout petit mot encore, s'il vous plaît, accordez-moi une attention supplémentaire pour remercier évidemment tous ceux qui nous accompagnent, au premier rang desquels la Ville de Lyon. Alors, ce n'est pas un partenaire, hein, vous le savez. Ce théâtre est le théâtre porté par la Ville de Lyon. C'est le théâtre de Lyon, comme son nom l'indique, hein, et comme nous le revendiquons aujourd'hui dans nos nouvelles signatures, les Célestins Théâtre de Lyon, qui deviendra aujourd'hui le nom officiel de ce théâtre. Je tiens à remercier évidemment le maire, Grégory Doucet, Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe à la culture, qui nous ont beaucoup accompagnés tout au long de cette année et qui ont fait le choix notable et remarquable en cette période difficile pour la création, pour les artistes, où vous le savez, de nombreuses coupes budgétaires interviennent comme ça de façon inopportune et souvent sans prévenir, de manière très tardive. Eh bien, la Ville de Lyon a maintenu son accompagnement à son théâtre, le Théâtre des Célestins, et même, je dirais plus, nous a accompagnés pour compenser à la fois l'inflation et puis la bonne nouvelle des salaires de l'équipe un peu augmentés dans une période de pouvoir d'achat qui est bien tendue, vous le savez tous. Donc je crois qu'on peut les saluer, les remercier. Voilà, et c'est cet accompagnement supplémentaire qui nous permet, la saison prochaine, de vous présenter 44 spectacles au lieu de 37 cette saison. C'est une forme de redevabilité aux artistes, aux compagnies, à la création locale, nationale, internationale, puisque ce théâtre est ouvert sur le monde, à laquelle, je crois, nous devions, et nous sommes fiers, de vous inviter la saison prochaine à voir dans ce théâtre encore plus de spectacles. Un petit mot de remerciement cette fois-ci à l'équipe des Célestins, évidemment, magnifique équipe engagée au service de la création et qui accompagne magnifiquement les artistes comme vous le savez, comme vous avez pu le voir récemment, peut-être si vous êtes venu voir Avant la terreur de Vincent Macaigne. Ils n'ont peur de rien et vraiment, je les remercie très chaleureusement. Les remercier aussi pour la préparation de cette journée et puis particulièrement, évidemment, l'équipe technique qui a accompagné cette présentation de saison. Vraiment, merci d'être venus. On se retrouve dehors.